Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde. saison 2. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 8e épisode de la saison 2 de notre podcast Tranche de couple. avec Guillaume et Max, épisode qu'on a choisi d'intituler Joyeux Noël, en référence et en hommage à la superbe, la formidable, l'exceptionnelle Brenda Montgomery. Donc moi c'est Maxime, Et moi c'est Guillaume. et on est comme d'habitude très heureux de vous retrouver, et on espère que c'est la même chose de votre côté. Et forcément, parce que c'est presque Noël. Eh bah oui, on y arrive. On est le 21 décembre. On est un peu en retard cette année pour des questions logistiques, pour la première fois, je crois, depuis la création de ce podcast, sur l'enregistrement, mais on est très très en forme et on a très envie de vous délivrer ce dernier épisode de l'année. Et oui, déjà le dernier épisode de l'année. Alors, du coup, on vous rappelle, ce podcast, il est diffusé le lundi tous les 15 jours. Et vous pouvez nous retrouver entre-temps sur notre compte Facebook, Tranche de couple, et Twitter. Et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de cette première partie de saison, ou nous dire si vous avez des sujets que vous auriez envie qu'on traite. Vous pouvez aussi nous écrire un mail sur tranchedecouple@gmail.com. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Et pour nous aider, vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcasts. Ça nous aide à faire connaître ce podcast de Tranche de couple. Absolument. Sans transition vers le premier sujet d'actualité, alors on va pas faire très original, mais on va parler rapidement des mesures qui vont plutôt dans le sens du reconfinement qui ont été prises dans pas mal de pays européens, malheureusement, suite à de nouvelles vagues de Covid. Alors la France et la Belgique font un peu figure d'exception, non pas dans leurs mesures, mais en tout cas dans l'arrivée de cette vague, puisqu'en France et en Belgique, cette deuxième vague est arrivée plus tôt, puisque les confinements ont été déclarés fin octobre, début novembre. Là, on voit un certain nombre de pays, notamment des pays qui se débrouillaient a priori mieux que la France et la Belgique lors de la première vague, se reconfiner ou se confiner pour la première fois. Par exemple, l'Allemagne, qui a ordonné des mesures très strictes à partir du 16 décembre jusqu'au 20 janvier. C'est la première fois, il faut dire, que l'Allemagne prend des mesures demandant... Alors, contrairement à nos pays, l'Allemagne, c'est toujours des demandes. On se base sur le fait que la population va respecter les demandes. Donc, on demande aux citoyens de ne pas sortir, de ne pas se rassembler à plus de 2 familles pour Noël. Pas d'attestation en temps de contrôle, mais le cas échéant, il faut pouvoir présenter un document justifiant pourquoi vous devez vous déplacer. Les commerces non essentiels ont été fermés également à partir du 16 décembre. On imagine l'impact à quelques jours de Noël. C'est des mesures qui sont assez importantes pour ce pays. On a en Suède, la Suède qui a adopté une stratégie extrêmement aussi légère, en tout cas au sens des mesures qui ont été prises pendant la première vague, qui aujourd'hui commence à mettre en place des demandes plus fermes vis-à-vis des citoyens, notamment pour ce qui concerne le port du masque, qui est généralisé désormais. Donc les Pays-Bas ont mis en place des mesures de confinement plus strictes que ce qu'ils avaient fait pendant la première vague, liées également à une fermeture du commerce. Et puis l'Italie, où les mesures sont en place dès aujourd'hui, le lundi 21 décembre, et jusqu'au 6 janvier, avec notamment, dans un pays qui a été extrêmement touché et qui est aujourd'hui le pays qui compte le plus de décès malheureusement en Europe, une interdiction de circuler d'une région à l'autre, un certain nombre de restrictions sur les regroupements familiaux pour Noël, ainsi que la fermeture des commerces non essentiels. Voilà, c'est pas très réjouissant avant Noël, mais c'est une donnée malgré tout importante. À noter également, peut-être pour montrer que la coordination européenne compte, on a eu tout un débat autour de la fermeture des stations de ski, puisque la France, l'Allemagne et l'Italie avaient annoncé que les remontées mécaniques seraient fermées. L'Autriche avait eu du mal à prendre cette décision pendant un certain temps. Aujourd'hui, l'Autriche a pris la décision, en tout cas, non pas de les fermer, mais de d'interdire l'accès, en gros, aux stations à ceux qui n'y résident pas. Ou en tout cas de ceux qui n'y ont pas une résidence, donc les hôtels sont également fermés. Il reste au milieu de l'Europe la Suisse qui pourtant subit également de plein fouet cette deuxième vague, qui laisse ses remontées mécaniques ouvertes, mais jusqu'à quand, c'est la question. Et oui, on est en plein dedans. Deuxième vague, en plein dedans. Plouf. Max, tu veux nous parler un peu du Brexit, parce qu'on est le 21 décembre, mais c'est toujours pas fini.
Ben non, mais en même temps, on a commencé le podcast et le Brexit était déjà en cours. Et on Je rappelle, c'était il y a 1 an et demi. Voilà. Et on va finir cette période de transition parce qu'on vous rappelle, donc le Brexit a eu lieu le 31 décembre de l'année 2019. Et il y avait une année de période de transition pendant laquelle le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, mais néanmoins faisait toujours partie du marché commun et l'union douanière. Et donc, en fait, fondamentalement, ils ne participaient plus aux décisions, mais ils avaient encore accès à quasiment la totalité de ce qu'ils avaient quand ils étaient membres de l'Union européenne. L'objectif de cette période de transition, c'était de donner le temps aux deux parties, donc le Royaume-Uni d'une part et l'Union européenne d'autre part, qui négociaient au nom des 27 autres États membres, de négocier un accord sur la relation future et notamment la relation commerciale entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais vous savez que le Royaume-Uni aurait bien aimé garder l'ensemble des privilèges auquel il avait droit en tant que membre, mais en ne voulant pas respecter les conditions qui font partie des libertés, et notamment le droit de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment la liberté de personnes, ils ne voulaient pas en entendre parler. Voilà, donc, notamment pour des questions de migration. Mais c'est une habitude pour le Royaume-Uni en fait, de vouloir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Oui, c'est vrai. Et donc, on se retrouve... Donc, Boris Johnson, le Royaume-Uni était celui qui devait décider au bout de 6 mois, donc en juin dernier, s'il étendait ou non cette période, ou s'il demandait d'étendre cette période de transition, parce qu'il était possible de l'étendre pour une année supplémentaire, ce qui devait permettre peut-être de négocier un peu plus sereinement les termes de l'accord futur, de la relation future. Mais Boris Johnson, vous savez, c'est un homme politique qui a promis, qui avait d'abord vendu le Brexit et ensuite qui avait promis de délivrer le Brexit à ses citoyens. Et par conséquent, il a refusé toute extension. Et on se retrouve, alors que normalement, il avait été acté que les termes d'un accord devaient être finalisés pour octobre, pour laisser le temps aux deux parlements, hein, donc le Parlement britannique d'une part, et puis le Parlement européen et les parlements nationaux d'autre part, de ratifier cet accord. Il avait été acté qu'en octobre, on devait avoir finalisé. Et puis, ben voilà, vous connaissez l'histoire, on vous l'a raconté tous les 15 jours au fil de l'eau. Et nous sommes le 21 décembre, il n'y a toujours pas de fumée blanche. Ursula von der Leyen et Boris Johnson, de temps en temps, font un petit communiqué de presse conjoint pour dire qu'ils ont bon espoir, on va continuer, c'est difficile, mais on va continuer. Je crois que ni l'un ni l'autre n'ont envie d'être responsables de l'arrêt des négociations. Voilà, les Britanniques seraient tellement heureux que ce soit l'Union européenne qui dise on arrête de négocier. Et puis Boris Johnson, lui, de toute façon, c'est jusqu'au boutiste, donc on verra bien. On notera quand même que l'Union européenne a, ça y est, mis en place les mesures de transition d'urgence parce qu'au 1er janvier, le Royaume-Uni devient un pays tiers à part entière. Et donc là, pour que les avions puissent continuer de voler, pour que le transfert de marchandises puisse se faire, il faut quand même un certain nombre de mesures en place. Mais on se demande un peu, d'ailleurs, si le Boris Johnson ne joue pas la montre, lui, volontairement pour une question de calcul politique, puisqu'il se dit plus tard on a un accord, le plus je pourrais dire j'ai négocié jusqu'au bout et ce que j'ai trouvé c'est le meilleur deal possible, non ? Oui, peut-être. Après, je pense que tout le monde, enfin les deux parties ont quand même intérêt à avoir un accord. Et donc ça a toujours été la technique de Boris Johnson, c'est un peu d'acculer les Européens. C'est pour ça aussi qu'il n'a pas voulu demander d'extension. C'est un peu d'acculer les Européens en se disant que ça va craquer. Et on voit bien qu'il a essayé de négocier bilatéralement avec la chancelière Merkel, avec le président Macron, avec d'autres premiers ministres, les appeler directement pour essayer de faire fléchir. Alors, si on comprend bien, il y avait deux points le plus difficile. Hein. C'était d'une part une équivalence des cadres juridiques, ce qu'ils ont appelé le level playing field. En gros, qu'il n'y ait pas du dumping économique au Royaume-Uni qui bénéficie aux entreprises britanniques qui puissent après exporter sans tarif douanier dans l'Union européenne. Et puis deuxièmement, c'était les quotas de la pêche. Parce que, vous le savez, on l'a dit la dernière fois notamment, les eaux britanniques sont beaucoup plus poissonneuses et donc, en réalité, beaucoup de pêcheurs européens vont pêcher dans les eaux britanniques. Alors, il semblerait que sur le premier, on n'en entend plus trop parler. Maintenant, on entend surtout parler de la pêche. Donc, peut-être qu'ils ont réussi à trouver un accord. Mais la pêche, c'est compliqué. Donc, la difficulté, je crois que le défi,
c'est qu'un accord, pour avoir un accord, on négocie peut-être un peu trop, on accepte des termes qui ne soient pas idéal un peu à la fin de la fin, et puis qu'on se retrouve, en fait, là on est en train de négocier pas un accord intérimaire, on est en train de négocier l'accord pour la relation des centaines d'années qui viennent, enfin, jusqu'à ce qu'il y ait une renégociation éventuelle. Mais donc, il faut quand même pas se planter, quoi. Voilà. Et le Parlement européen a dit, en gros, qu'ils avaient jusqu'à ce soir, 21 décembre, pour négocier un accord, parce qu'après, ils accepteront pas, en gros, de revenir. Enfin, ils ont un peu le sentiment qu'on leur force la main, et je suis assez d'accord avec eux. Absolument. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir, ou peut-être que si, mais il y a une nouvelle souche du virus qui a été détectée en Angleterre, qui est particulièrement virulente, et qui a conduit pour la première fois depuis le début de la crise du coronavirus un certain nombre de pays européens, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique notamment, à arrêter tout transfert humain entre le Royaume-Uni, du Royaume-Uni vers le continent. Les frontières sont fermées. En fait, une fermeture des frontières aussi stricte est une première. On se souvient que pendant la première vague, il y avait eu des grosses discussions entre Emmanuel Macron et Boris Johnson et un certain nombre de pressions, probablement aussi de la France sur le Royaume-Uni, en disant, écoutez, à un moment donné, montrez-nous que vous contrôlez les choses et on ne vous mettra pas en place une mesure aussi stricte. Là, on est quand même sur des mesures. Alors pour la France, il s'agit de 48 heures, le temps déjà d'avoir des premières informations sur cette nouvelle souche, de voir dans quelle mesure elle impacte. Les premiers éléments montreraient qu'elle est plus virulente, mais moins agressive en termes de pathologie, de symptômes derrière. En tout cas, certains pays, notamment les Pays-Bas, c'est jusqu'au 10 janvier que les relations, toute relation avec le Royaume-Uni sont fermées. Mais une autre raison pour laquelle la France a demandé 48 heures, c'est pour pouvoir justement se coordonner au niveau européen. Et je trouve que c'est bien, malgré tout, qu'on commence à avoir des coordinations au niveau européen, y compris pour ce genre de décision, parce que c'est ce qui a manqué pendant la première vague. Pas de point belgitude aujourd'hui ? Eh ben si, moi je propose un petit point belgitude très rapide avec cette gaffe toujours liée au coronavirus. Oh my God ! De la ministre, l'une des ministres belges à qui on reprochait notamment des problèmes de transparence sur la gestion des commandes de vaccins via l'Union européenne. Cette ministre belge a donc publié sur son compte Twitter un tableau reprenant en compte les montants alloués aux commandes de vaccins pour la Belgique, mais non seulement les montants globaux, mais aussi le montant individuel de chaque vaccin. Alors que c'est une donnée qui est théoriquement confidentielle et que je pense qu'il y a une clause assez importante et qui a dû être rabâchée par l'Union européenne en disant « par pitié, pas ce genre d'erreur ». Voilà, on est sur le petit coup de belgitude surréaliste du moment. Après, on se rend compte, on ne va pas s'étaler dessus, mais que du coup, les prix des vaccins sont relativement dans la moyenne des prix des vaccins habituels, puisqu'ils vont de 2 € à 18 ou 16 ou 18 €, je ne sais plus exactement, mais pour le plus cher. Voilà, rien de surprenant en tout cas. Le prix du vaccin de la grippe, par exemple, c'est entre 12 et 13 € la dose. Voilà. Pour donner une idée, ça permet quand même de voir. Donc, c'était le petit point belgitude rapide. On passe à la rubrique vie de couple ? Mais oui. Alors, premier sujet, en gros, comment est-ce que nos choix professionnels, notre vie professionnelle affectent notre vie de couple ? Effectivement, on a beaucoup réfléchi. Je ne sais plus trop qu'est-ce qui nous a amené à se dire que ça pourrait être intéressant de parler de ce sujet, mais en tout cas, c'est un sujet qui est important pour nous, de savoir qu'on vous en avait déjà parlé dans un épisode précédent, mais que nos carrières, notre évolution professionnelle était importante. Alors, petit disclaimer quand même, il y a peut-être un petit peu de bruit derrière nous, on est désolé, mais c'est Noël, donc il y a aussi des bruits d'enfants. C'est Noël, donc il y a aussi des bruits d'enfants qui courent. Et puis ça change un peu de notre podcast habituel, très calme dans notre studio, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Bon, alors on vous disait donc que l'équilibre professionnel entre les deux membres d'un couple, pour nous, c'est quelque chose qui est essentiel parce que on a besoin l'un comme l'autre d'être épanoui dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle. Et que c'est pas toujours simple. Et que c'est pas toujours simple, effectivement, mais que c'est des choix qui nous amènent à bouger. Et c'est un choix qui nous a amené à bouger en Belgique. Et puis c'est un autre choix de l'un ou l'autre qui nous amènera à bouger de nouveau probablement ailleurs d'ici quelques années. On ne se projette pas encore si loin, mais on sait que ça arrivera. En tout cas, c'est important qu'on se parle. On en revient toujours à cette idée de communication et on se dit quelles sont nos aspirations professionnelles, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Et puis surtout qu'on ne se mette pas
forcément de barrière. L'un comme l'autre, on sait qu'on peut tout à fait se lancer dans des aventures, si c'est des aventures dont on a discuté et sur lesquelles on est à peu près d'accord, et que mais un jour, ce sera Max qui bougera, et puis ensuite, un peu plus tard, moi j'aurai peut-être une opportunité, ce sera moi. On a bougé, voilà, je disais, en Belgique pour une opportunité de Max. On y est resté parce que moi, entre-temps, j'avais trouvé une chouette opportunité. Je crois que ça ne nous empêche pas, ça n'a pas empêché Max de trouver un chouette job aussi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. On y pense, moi j'y pense, je le sais, assez régulièrement. Et je me dis que voilà, ça compte vraiment pour moi de savoir que Max est heureux aussi dans son boulot, et que s'il a besoin de s'épanouir en changeant de job et en changeant de ville, c'est probablement comme ça. Et que moi j'ai la chance de faire un boulot qui peut aussi que je peux trouver dans pas mal d'endroits en fait. Là où il y a encore de la culture, on croise les doigts pour qu'il en reste dans quelques années évidemment. Saleté de Covid. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important. Bah oui, et c'est vrai que, pour revenir à l'exemple de notre déménagement de Paris à Bruxelles, c'est vrai que j'ai eu une belle opportunité professionnelle, comme disait Guillaume, de venir en Belgique. Mais il était très clair pour moi que j'avais pas du tout envie de me mettre en situation de célibat géographique, comme on dit dans mon métier. C'est-à-dire que la semaine, on travaille à un endroit différent de là où on habite le week-end. Et par conséquent, si Guillaume n'était pas prêt à venir à Bruxelles et à essayer de trouver du boulot, parce que pour lui, du coup, ça voulait dire qu'il fallait qu'il trouve du boulot, à ce moment-là, j'étais pas ça aurait vraiment été un gros point noir, et je pense que j'aurais pas accepté de tenter cette aventure-là, parce que je pense que c'est vraiment important dans un couple qu'effectivement que les deux s'épanouissent. Et voilà, on a eu de la chance, entre guillemets, parce que le timing était plutôt bon. Guillaume arrivait à la fin de son contrat. Voilà, donc quand mon contrat s'est terminé à Bruxelles, Guillaume avait effectivement trouvé un chouette défi professionnel à relever. Et donc, voilà, on a eu quelques mois un petit peu difficiles, justement de célibat géographique, où moi je suis retourné travailler à Paris. Heureusement que c'est pas tombé un an plus tard quand même. Ouais, c'est sûr. Et du coup, voilà, ça fait partie, en tout cas, de nos principes et de notre équilibre, de savoir avancer tous les deux, et en choisissant ensemble que l'un ne soit pas perdant. À l'écoute de l'un et de l'autre. Voilà. Absolument. Voilà, c'était une tranche de notre vie de couple aussi. Et comme vous le savez, une autre tranche très importante de notre vie de couple, c'est la gastronomie. Bah oui, surtout en période de Noël. Bah oui, c'est bien un domaine sur lequel on n'est pas contraint, au moins en cette période, y compris Covid. Et du coup, on voulait vous parler de quelques petites saveurs qu'on aime bien à Noël, dont on profite. Et effectivement, c'est pas une rubrique végétarienne, ou en tout cas pas complètement. Pas que, on va dire ça. Ben oui, il y a pas mal de choses dont on aime bien profiter à Noël, y compris... On peut peut-être commencer par les fromages, par exemple. Ben oui, par exemple. Alors, je voudrais d'ailleurs signaler ce concours sur Twitter qui a vu la victoire hier du Comté face au Saint-Nectaire en finale, avec comme à la 3e place le Roblochon, et à la 4e le Beaufort. Je suis un peu déçu que ni le Cantal, moi personnellement, ni la Tome de Savoie n'ait passé l'étape des 8e de finale, mais bon, que voulez-vous, on vous mettra le lien avec l'ensemble des informations sur Twitter. Pour les fromages, on a donc la fondue et la raclette, qui sont toujours un parfait succès pour une veille de Noël ou un repas de famille avant ou après. Alors on rappelle que les repas de famille, on les limite. En France, c'est pas plus de 6 personnes. C'est une recommandation. Je pense que c'est une recommandation importante, et aussi pour que chacun puisse protéger les autres. Mais ça n'empêche pas de faire une chouette raclette à 2, par exemple. Nous, on a un super système de raclette à la bougie à 2. Ouais, de temps en temps, ça nous a sauvé quand même la gastronomie du confinement, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis alors, la raclette, elle se fait effectivement avec plein de manières différentes. On a le traditionnel appareil électrique aussi,
pour faire des raclettes un peu plus classiques. Et puis la manière un peu traditionnelle, vous savez, c'est ce gros morceau de raclette qui est mis sous un grill et où on racle le gros morceau de raclette au fur et à mesure. Et mes parents nous ont offert pour Noël un appareil raclette de ce style-là. Donc on est très heureux, on va pouvoir partager des raclettes traditionnelles avec ceux qui passent. Donc si vous passez à Bruxelles et que vous avez envie de manger une raclette traditionnelle, n'hésitez pas. C'est pas habituellement à Bruxelles qu'on trouve beaucoup de raclettes, mais vous voyez, il y a aussi des bons fromagers, donc on arrive à trouver ça. Voilà. Absolument. Moi, ce que j'aime bien aussi à Noël, c'est qu'on ressort des... Il y a des choses, on travaille notamment des purées de marrons, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire forcément pendant l'année. Et je trouve ça assez chouette de retrouver ces fruits d'hiver ou les litchis qu'on n'a pas l'habitude effectivement de retrouver sur nos tables. Et puis il y a des choses toutes simples. Les papillotes. Les papillotes. Alors tout le monde ne connaît pas les papillotes parce que c'est surtout quelque chose du sud du sud-est de la France. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas, par exemple, dans les magasins en Belgique, forcément, mais même à Paris, on n'en trouvait pas. Alors, c'est des chocolats ou des pâtes de fruits qui sont emballés dans une petite papillote. Enfin, vous connaissez le principe de la papillote, on ne va pas vous expliquer. On met ça sous le sapin, dans le sapin, entre les cadeaux. Et c'est un délice, un régal. Et alors souvent, on fait une petite collecte et puis on les ramène là où on habite. Et puis on les partage avec nos amis et nos collègues. Donc on a bien prévu cette année aussi de faire une petite razzia de papillotes dans les magasins pour pouvoir les remonter en Belgique. Et comme c'est de l'emballage individuel, en plus, ça se prête bien au Covid. C'est ça, c'est tout à fait Covid-friendly. Si vous voulez offrir quelque chose des petites choses à vos collègues, c'est peut-être la bonne formule. Et alors, tant qu'on en est dans les spécialités régionales, nous, dans notre famille, on fait aussi, alors parfois pas en totalité, mais au moins une partie, de ce qu'on appelle les 13 desserts provençaux. Et en fait, c'est les petites spécialités qu'on met justement pendant la veille de Noël, et qu'on peut déguster et partager. Donc, par exemple, les fruits déguisés, c'est un des 13 desserts de Noël. Pour vous dire quels sont ces 13 desserts, il s'agit des noix, des figues séchées, des raisins secs, des dattes, la pâte de coin, divers fruits confits, la pompe à huile, aussi appelée fougasse, tout est dit dans le titre, le classique nougat blanc, le nougat noir, le nougat rouge, les cassissons d'Aix-en-Provence, les oranges clémentines ou mandarines et un melon d'eau, qui a une particularité de bien se conserver. Ah oui, donc les fruits déguisés, en fait, ça n'est pas un des 13 desserts. Ça mélange un peu les deux. Donc les fruits déguisés, je pense qu'il y a des variantes régionales aussi des 13 desserts qui font que... Ouais. Donc les fruits déguisés, qu'on appelle aussi les fruits d'aigue chez nous, c'est un morceau de pâte d'amande et puis on met par exemple des noix autour ou alors des pruneaux. Donc on confit un peu de pâte d'amande avec un fruit ou une noix. Une noix, c'est un fruit, c'est un fruit, une noix. La noix est un fruit, je crois. Ouais. Bon, alors on va dire ça. On va dire que c'est un fruit. Voilà, c'était notre petit séjour gastronomique pour Noël. Alors c'était un petit extrait, parce que le chapon c'est très bon, parce que il y a plein de petites choses. Un bon poulet, de toute façon, ça fait toujours l'affaire aussi. Alors, si vous voulez nous dire en commentaire, en message, ou qu'est-ce que vous aimez bien partager avec vos proches et vos amis à Noël, n'hésitez pas à nous diffuser en parler. Vos idées gastronomiques. Alors pour clore ce podcast, on voulait vous partager un petit coup de cœur. Oui, c'est un chouette projet qui est porté par des cousins, Swazik et Camille, qui sont en train de fonder à Briançon, dans les Hautes-Alpes, la Maison de Marthe. Max, tu veux peut-être nous parler un peu plus de ce chouette projet qui nous a beaucoup touchés en cette période de Noël surtout, et puis en règle générale d'ailleurs. Exactement. La Maison de Marthe, c'est un projet d'accueil solidaire pour des femmes isolées en habitat partagé avec une famille, donc celle de Swazik et de Camille. C'est un projet donc de maison qu'on appelle de vie et de partage, soutenu par la Fondation pour le logement social et le diocèse de Gap et Embrun, qui permettra à 4 femmes isolées d'être logées pour un loyer modéré. Et donc l'idée, c'est que dans cet habitat partagé, il y ait un certain nombre de pièces de vie communes
qui permettent de vivre ensemble et d'éviter que ces femmes seules vivent toutes seules. Et ce projet, c'est Swazik et Camille et leurs enfants qui vont un petit peu l'animer. Alors, cette maison, physiquement a été léguée à la Fondation pour le logement social par une habitante de Briançon. Et elle va être rénovée au premier semestre 2021 sur la base de plans qui ont été réalisés par Camille, qui est architecte. Et l'association donc, de la Maison de Marthe va ensuite aménager les logements pour pouvoir accueillir les premiers habitants à l'automne 2021. Alors on a été vraiment touché par ce projet solidaire, comme le disait Guillaume. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce projet, vous pouvez vous rendre sur le site lamaisondemarthe.fr. Et vous découvrirez notamment plusieurs manières de soutenir ce projet, soit dans la phase initiale pour aider à l'aménagement des logements, puisque le gros œuvre est réalisé par la Fondation pour le logement social, mais le reste doit être aménagé par l'association de la Maison de Marthe, soit en devenant un donateur régulier pour aider au fonctionnement de l'association, ou alors, dans la pratique, en vivant un moment d'exception, en venant partager une tranche de vie de cette maison, par exemple à l'occasion de vos vacances, puisqu'il y a une chambre d'amis et vous pouvez venir vous inscrire pour passer une semaine et puis partager le quotidien de la maison. Voilà, donc c'est un beau projet qu'on avait à cœur de vous faire, de vous partager. Parce que finalement, c'est un chouette, en période de Noël, on se pose parfois la question de comment est-ce qu'on peut être utile et qu'est-ce qu'on peut faire pour être utile. Ben voilà, nous on vous fait une proposition. Alors après, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'associations qui en ce moment qui ont toujours besoin d'aide, mais qui en ont encore plus besoin en ce moment. Donc sentez-vous libre. On vous mettra le lien de celle-ci en particulier. Et on voulait faire un big up à Swazik et Camille parce que c'est un sacré projet de s'engager là-dedans et un projet vraiment qui vont vivre à cœur ouvert avec toutes les femmes qui vont habiter dans cette maison. Absolument. Merci Max pour cette chouette présentation. Ben voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Alors on voulait vous souhaiter un très 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 joyeux Noël et de très bonnes fins de fin d'année, des très bonnes fêtes de fin d'année. On espère que vous arriverez à trouver un petit peu de calme et un petit peu de sérénité, on l'espère avec un ou l'autre proche. Et puis que ce moment de Noël et ces fêtes de fin d'année qui sont un peu particulières du fait du confinement ou en tout cas des mesures de restriction là où vous vous trouvez, que malgré tout, vous arriverez quand même à trouver un peu de chaleur dans votre cœur. Absolument, on pense en tout cas bien à vous tous et à vous toutes. N'hésitez pas à nous mettre un petit message si jamais vous avez des choses à nous faire passer, des informations ou des commentaires ou des remarques. Ou juste un petit coucou. Un petit coucou. Vous avez envie de nous dire que vous écoutez notre podcast. Absolument, qui, comme d'habitude, est diffusé le lundi tous les 15 jours. Donc ce sera en 2021 notre prochain podcast. Absolument. Mais si je ne me trompe pas. Absolument, et on reparlera de comment passer le cap de l'année 2021 en toute sérénité. Aïe, il y a du boulot. Bon, en tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Sortez masqués. Gros bisous, et à très vite. Pour de nouvelles tranches vitaminées.